Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Alors, ici André Pelchat, en compagnie, encore une fois, de Charles Degnaud. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Alors, ce soir, on va avoir deux sujets qui, là, vraiment, n'ont rien à voir ensemble, sauf le fait qu'on va un petit peu parler de quelque chose un peu d'atrocité, d'une certaine façon, mais en fait de quelque chose de pas très réjouissant. Toi, tu vas nous parler d'un incident nucléaire qui a eu lieu au Canada en 1952, qui est pratiquement oublié aujourd'hui. Mais qui nous a laissé un héritage encore aujourd'hui dans l'actualité. Effectivement. Et en plus, c'est ça. Et ça nous rejoint un peu les catastrophes évitées dont on a déjà parlé dans des émissions précédentes. Moi, je vais parler d'une institution, d'une pratique qui a existé aux États-Unis dans à partir de la deuxième moitié du 19e siècle jusqu'aux années 1940, dont on voit parfois des allusions au cinéma, mais quand les films ne sont pas faits pour qu'on comprenne de quoi il s'agissait. C'est le système de louage des forçats. Alors, les forçats, des gens qui sont condamnés aux travaux forcés. Alors, il a existé pendant longtemps un système aux États-Unis où les shérifs qui dirigeaient les prisons locales pouvaient louer les prisonniers comme main-d'œuvre à des entrepreneurs privés. Donc, à des planteurs de coton, par exemple, aux gens pour la voirie ou même à des usines. Et ils empochaient le revenu, en général, avec ça. D'abord, là, il y avait tout un système de corruption qui allait avec ça également. On voit ça des fois dans des films. Mais le problème, je pense à un film qui s'appelle Luc la main froide, entre autres avec Paul Newman, qui se passe dans ces camps-là. On a vu ça souvent. Mais dans les films, on voit pratiquement juste des Blancs parmi les prisonniers. Or, c'est là que le bas blesse, parce que dans la vraie vie, c'était pratiquement juste des Noirs. Et c'est là qu'on va faire l'historique de ça. Ça commence après la guerre de Sécession. Après la guerre de Sécession, les États confédérés d'Amérique, les anciens États confédérés, le Sud, donc, sont occupés par l'armée nordique. Et à la fin de la guerre, le président Lincoln a adopté la proclamation d'émancipation. On libère les esclaves, donc, et c'est là que les États du Sud paniquent, parce que l'économie du Sud est basée sur la culture du coton, et le coton a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, et on ne veut pas payer des salariés pour faire ce travail-là. Donc, les troupes fédérales appliquent le décret d'émancipation, les propriétaires cherchent à se défendre en faisant signer des contrats d'engagement à vie à leurs anciens esclaves, qui sont annulés, ces contrats-là, par le Congrès. On fonde le Ku Klux Klan durant cette période-là, et au Tennessee, c'est le terrorisme généralisé contre les Noirs et les républicains blancs, mais eux autres, souvent, venaient du Nord et pouvaient s'en retourner. Alors, par exemple, à Memphis, dans une émeute, 90 maisons sont incendiées, 44 Noirs sont assassinés. Et là, les États essaient de se défendre de toutes sortes de façons. Une des façons pour essayer de garder les Noirs en soumission, c'est de leur interdire, de limiter leurs possibilités d'emploi. Par exemple, au Mississippi, une loi va interdire à un Noir d'être propriétaire d'une terre. En Caroline du Sud, on va leur interdire toutes les professions artistiques, commerciales ou industrielles. Ouais. Autrement dit, tout ce qui leur reste, c'est le travail manuel. Et c'est en Arkansas, en 1867, qu'on va avoir cette idée-là du louage des forçats, et on fornir des prisonniers aux planteurs. On voit ça. C'est ça. On va voir ça d'ailleurs dans le cas dans le film Autant n'emporte le vent. Mais encore une fois, dans Autant n'emporte le vent, c'est des Blancs qu'on voit. Mais c'est pas vrai, c'était toujours des Noirs. Donc, il va y avoir une lutte politique qui va durer plusieurs années où le Congrès des États-Unis va vraiment essayer de soumettre les États du Sud, finalement, et d'abolir la ségrégation. C'est là qu'on va adopter un amendement à la Constitution qui abolit l'esclavage, interdit l'esclavage sur le territoire des États-Unis, lequel amendement ne va être ratifié par l'État du Mississippi que dans les années 1990. Et donc, et les États se mettent à adopter cette pratique du louage des forçats. Alors, comme qui commence à s'étendre. Et en 1876, élection présidentielle, la plus reconnue comme étant la plus corrompue et la plus frauduleuse qu'il y a jamais eu. Des bulletins de vote vont être volés, falsifiés, détruits par train entier. On va utiliser de l'intimidation. Ça amène la victoire d'un certain Rutherford Hayes, qui, lui, a promis
aux États du Sud de leur rendre leur souveraineté d'État à condition qu'ils laissent être élus finalement et qu'ils remettent la politique, on rentre dans le système politique américain. Alors le Sud est abandonné finalement par les républicains et les démocrates qui avaient fait la sécession reprennent le pouvoir et là, ça devient la règle, ce qu'on va appeler les lois Jim Crow, tout le système de ségrégation. Et c'est là qu'on se met à avoir ce système de louage des forçats. On était en fait un système ce système-là est lié à des pratiques juridiques. Alors, c'est qu'on fait des lois qui permettent des arrestations arbitraires pour des motifs vraiment futiles. En fait, le plus classique, c'était vagabondage. Vous vous promenez sur la rue, le shérif peut vous intercepter et vous demander une preuve de résidence. Et dans ce temps-là, les gens n'avaient pas de papier d'identité. C'est pas comme aujourd'hui, où on a toujours une douzaine de cartes dans nos poches. Ce n'était pas le cas dans le temps. Alors, on demande une preuve de résidence, évidemment. Vous n'en avez pas, on vous arrête. Puis il n'y avait pas le droit d'être propriétaire de terre non plus. Ça dans certains États. Alors là, on vous arrête, on vous amène devant un juge qui vous condamne à des travaux forcés. Et là, le shérif peut vous louer et partage, bien sûr, les bénéfices avec ses acolytes, etc. Donc, ça va devenir finalement la règle. Ça va devenir une pratique courante, extrêmement courante dans le Sud. Et bien sûr, ça va toujours tomber sur les Noirs. On ne fait pas ça des Blancs, on fait ça des Noirs. D'où le fait qu'un livre va s'appeler, sur ce système-là, va s'appeler « Slavery by Another Name », l'esclavage sous un autre nom. Et on va s'apercevoir que c'est très utile dans les cas de conflit de travail. La fin du 19e siècle, c'est les années aux États-Unis du syndicalisme militant, du capitalisme le plus éhonté. Donc, on a des grèves en grand nombre à cette époque-là. Tennessee, 1891, dans les mines de charbon, un lock-out. Alors, qu'est-ce qui va arriver? La mine emploie des scabs qui vont être les forçats pour remplacer les ouvriers. Alors, ceux-ci, là, c'est un cas, une fois n'est pas coutume, vont prendre d'assaut les baraquements et libérer les forçats. Mais la plupart du temps, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils les tuaient. En fait, ça finissait toujours... Le noir qui était pris dans ce système-là était toujours une victime. Il était la victime parce qu'il était arrêté, souvent pour rien, et envoyé aux travaux forcés. Mais en plus, il était la victime parce que les ouvriers blancs dont il prenait le travail lui en voulaient à lui. Alors donc, il était susceptible d'être lynché, d'être assassiné, etc. Et on va voir un nouveau conflit de travail en 1892, et là, ça va être encore emploi des forçats, bataille rangée entre la milice et les mineurs, et le système va se répandre là un petit peu. On va abolir temporairement au Tennessee le système après un conflit de travail où 300 mineurs de charbon ont été arrêtés. Et là, les Noirs, pendant ce temps-là, perdent le droit de vote également dans la plupart des États du Sud. Et donc, le système s'étend. Comme j'ai mentionné, on n'a pas seulement... on va aller dans les plantations de coton. C'est comme s'ils avaient des esclaves dans ce temps-là. Bon, ils payent pour avoir les forçats, mais beaucoup moins cher qu'ils paieraient des salariés. On va voir ça sur les routes. Les contracteurs qui font des travaux routiers vont engager ces gens-là aussi. Et on va voir aussi même les usines employer ça. Notamment à Birmingham, Alabama, où il y a des grandes aciéries, eh bien, à une certaine époque, un tiers de la main-d'œuvre va être composé de forçats, qui avait l'avantage d'empêcher toute tentative de syndicalisation. On va constater que les Noirs vont prendre conscience de ça à un moment donné, et on sait, ça devient courant chez les Noirs américains, si vous avez un proche qui est disparu puis que vous soupçonnez qui a peut-être été arrêté, vous n'allez pas à la prison pour savoir s'il est là, parce que vous allez être le prochain à être arrêté. En fait, ce à quoi ça ressemble le plus, c'est au système du goulag soviétique, qui va être créé dans les années 20 et 30, qui va beaucoup être approvisionné de cette façon-là, avec des lois qui permettent des arrestations arbitraires pour des motifs futiles et qui vous donnent des peines de prison disproportionnées, et on vous envoie comme main-d'œuvre dans les camps de travail. Bien, c'est exactement la même chose. Les Américains pouvaient se dire, on n'a pas ça chez nous,
bien, les Noirs américains, c'est ce qu'ils vivaient, eux autres, dans les années 20 et 30. Il va y avoir une enquête fédérale en 1903 en Alabama sur le système de louage. On va prouver que des milliers de Noirs sont tenus en servitude dans l'État sur des plantations, des chantiers de coupe de bois, des mines, des chemins de fer. Et des enquêtes subséquentes vont prouver que ça existe dans tous les États du Sud, finalement. Et un juge fédéral va conclure que l'esclavage n'est pas un crime fédéral. On se demande comment ça peut ne pas en être un quand il y a un amendement à la Constitution qui dit que l'esclavage est interdit aux États-Unis. Mais la Cour suprême, comme Donald Trump l'a bien compris, on peut la pacter avec des juges qui pensent de telle ou telle façon. Alors, on va voir en 1908 une grève des mineurs de charbon en Alabama. Et là, on va voir pour la première fois un début d'union entre des mineurs blancs et des mineurs noirs. Parce que ça aussi, avant, c'était impossible de les syndiquer les deux ensemble. Alors là, pour une fois, ils vont se mettre ensemble. Alors, on va écraser la grève en utilisant la milice, et donc la Garde nationale, et en utilisant de façon intensive, encore une fois, les forçats comme priseurs de grève. On va voir, on a vraiment peur des tentatives de syndicalisation. En Arkansas, même qu'en 1919, une tentative de syndicalisation des travailleurs agricoles noirs va amener une véritable chasse aux Noirs dans un comté, le comté de Phillips. Il va y avoir 200 morts. Alors, on va, en 1922, le Ku Klux Klan a 3 millions de membres aux États-Unis. Dans certains États, c'est un gouvernement parallèle. Alors, ils contribuent beaucoup à alimenter le système. Alors, en 1927, en Alabama, pour la première fois, un gouverneur, le gouverneur Bibb Graves, commence une réforme du système de louage des forçats. C'est parce qu'on a découvert qu'il y a eu des morts. On le savait qu'il y avait des morts. Mais là, on a découvert que parmi les morts, il y avait des Blancs. Parce qu'à un moment donné, on manquait un petit peu de main-d'œuvre, puis les Noirs commençaient à se méfier, là. Et ils savaient qu'il ne fallait pas passer à tel endroit, etc. Le recrutement était plus difficile, là. C'est ça. Alors, on a arrêté des Blancs. Et il y en a qui sont morts. Et ces Blancs-là avaient de la famille qui ont enquêté sur ce qui est arrivé à leur fils, à leur neveu, etc. Et là, tout d'un coup, c'est un scandale. D'ailleurs, les premiers films sur ce sujet-là sont sortis à cette époque-là, mais il était juste question des Blancs. Il n'était jamais question des Noirs. Évidemment. Et donc, en 1941, sous la présidence de Roosevelt, c'est là qu'on va voir pour la première fois le gouvernement fédéral embarquer dans une offensive juridique contre ce système-là, le louage des forçats dans le Sud, qui était déjà un peu en déclin aussi parce que la mécanisation, dans les usines, on avait besoin de moins de main-d'œuvre. Dans les plantations aussi, on avait inventé des machines qui accueillirent le coton, etc. Donc, on avait besoin de beaucoup moins de main-d'œuvre. Donc, on commence à démanteler le système un peu partout. Mais il va y avoir quand même une dernière résurgence en 1943, parce que là, en Floride, pénurie de main-d'œuvre, tout le monde est dans l'armée. Alors là, on manque de main-d'œuvre sur les plantations d'agrumes. Dans les usines, les femmes sont allées travailler. Mais c'est des bons emplois qui sont bien payés. Les agrumes, personne ne va aller faire ça. Alors là, on va remettre en vigueur le système où on arrête des gens pour des motifs futiles, toujours encore des Noirs, pour les envoyer cueillir les oranges ou cueillir les pamplemousses, etc. Donc, pas question de faire venir des Mexicains. On les avait tous expulsés durant la crise des années 30. Donc, c'est à peu près là que le système va prendre fin. Aujourd'hui, on voit encore des travailleurs, des gens qui font des travaux forcés aux États-Unis, mais ils ne sont pas loués par le shérif local. Tu sais, c'est quand même un système géré. Mais à l'époque, c'était vraiment ça. Et il faut ajouter aussi que le traitement dans les prisons n'était pas celui qui est aujourd'hui. Même si aux États-Unis, les traitements des prisonniers dans les prisons, c'est pas toujours joli, mais c'est pas ce que c'était dans ce temps-là, où il y avait le fouet, il y avait les châtiments corporels, où on pouvait vous mettre dans... Quand on vous mettait au trou dans ce temps-là, c'était pas une cellule d'isolement, c'était un trou où il faisait noir et où on vous laissait là pendant des semaines. Une oubliette. Oui, carrément, des oubliettes. Donc, et on pouvait tout faire ça parce que c'était des Noirs. Comme on l'a vu, dès que des Blancs en ont pâti, on s'est mis tout d'un coup à changer. Alors, ça fait partie du dossier très épais des relations raciales aux États-Unis, ce système de louage des forçats qui était un petit goulag américain. Oui. Puis, dans l'histoire américaine,
j'en arrive toujours à la même conclusion que dans l'hymne national, c'est la terre de liberté et la maison, l'habitation des braves, mais ils n'ont jamais été capables d'assumer leur liberté, comme beaucoup de peuples l'ont aussi, là. Et puis, on a une démonstration flagrante comment que les droits humains, à l'époque, les lois de Jim Crow, c'était immonde. Par contre, cet épisode-là de recrutement infâme, là, parce que tu avais simplement être noir puis tu allais finir là, à enrichir des capitalismes, en fait, pire que des capitalistes, parce que ces shérifs-là que tu me mentionnes, quel être immonde. Peux-tu pouvoir continuer à vivre comme ça en acceptant ces choses-là? Mais encore là, c'est un jugement avec le recul. Oui, c'est ça. On n'était pas là à l'époque. C'est un fait que, par exemple, lorsque l'Allemagne nazie a adopté les lois de ségrégation contre les Juifs, les Américains se sont indignés très fort et les lois en question étaient inspirées des lois Jim Crow qui existaient dans le Sud. Alors... il y avait quand même des Henry Ford et puis certains célèbres Américains qui supportaient le concept. Ils ont changé d'idée assez vite. C'est ça, oui. Ou en tout cas, s'ils n'ont pas changé d'idée, ils ont mis une sourdine. On va retraverser la frontière. Retraverser la frontière et revenir au Canada. Oui. Alors, je vais parler de Chalk River. C'est une ville du nord de l'Ontario. Puis d'ailleurs, on en a parlé récemment dans l'actualité depuis, en fait, 2018. C'est qu'il y a présentement un site d'enfouissement de déchets nucléaires qui est en construction. Ça va être le plus grand centre de dépotoir au pays, puis un des seuls aussi qui est en zone habitée. On a des échos là, de construction qui ne devraient pas avoir lieu dans des endroits comme ça. Elle est aux abords... D'ailleurs, le laboratoire de Chalk River a son origine avec le Conseil national canadien de recherche en 1942, où ils se sont associés avec, entre autres, le Royaume-Uni et puis les États-Unis un peu plus tard pour initier des recherches dans le niveau de la production d'énergie avec le nucléaire, alors qu'on sait qu'aux États-Unis, il y en avait des recherches pour ce qui est de l'application militaire. On était aux abords de la guerre froide. Le Canada semblait un endroit parfait, et il l'était d'ailleurs, parce que ce n'était pas en Europe, donc protégé des pays de l'Est, entre autres. C'était pas aux États-Unis, parce qu'on craignait toujours qu'un jour que les États-Unis se fassent attaquer. Le Canada semblait une bonne place, à mi-chemin entre les deux, et puis évidemment, ça a été accepté immédiatement parce que c'est l'avenir. Là, on était au figment de l'ère atomique. Moi-même, j'étais un enfant de l'ère atomique, mais oui, on ignorait ce qui se passait. On ne parlait que de ça là, dans ce temps-là. Dans les histoires de science-fiction, dès qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire, c'était atomique. Mais par contre, ces recherches-là vont produire des déchets. OK? Maintenant, ces déchets-là, aujourd'hui, portent le nom de déchets historiques. Définitivement, le nom est venu me chercher. Signaler aussi que Chalk River, pendant plusieurs années, n'était même pas sur les cartes géographiques. Effectivement. Parce que, théoriquement, cette ville-là n'existait pas. Mais était située aux abords, justement, de la rivière Outaouais, ce qui est parfait pour le refroidissement. On va voir plus tard un petit peu pourquoi, là. Aujourd'hui, c'est encore probablement, je dirais pas contradictoire, mais contesté parce que on enfouit ça de la même façon qu'on a un site pour Gaudreau, ici à Victoriaville, ou un site d'enfouissement de déchets. Sauf qu'ils n'ont pas lésiné sur les membranes géotactiles. Il y en a épaisseur, mais c'est à ciel ouvert. EDF, Énergie de France, Électricité de France en ont bavé avec ça. Parce que là, il y a différents types de rayonnement. Tu as rayonnement bas et moyen et les produits vraiment là, qui sont à rayonnement intense. Ceux-là ne seront pas au site d'enfouissement, c'est définitif. Mais c'est à ciel ouvert. Donc, il va y avoir de l'eau de ruissellement parce que ça ne sera pas comblé tant que les espaces de stockage ne seront pas pleins. Et la pluie et l'eau, c'est l'ennemi de ce type d'enfouissement-là. En Europe, ils ont réglé le problème avec des toits mobiles. Alors, pendant qu'on remplit les espaces qui sont hors terre, il y a des toits, puis ces toits-là se déplacent, puis ainsi de suite, puis c'est vraiment encapsulé. Nous autres, on veut faire la même façon, mais l'encapsuler, mais sans protection sur le dessus. On va récupérer les eaux de ruissellement. Remarquez que dans les abords de Chalk River, ça ne changera pas grand-chose, parce que là, on a enterré ça depuis les années 1940, là, depuis le début des recherches. Et puis,
Aujourd'hui, soit dit en passant, le consortium qui va gérer ce site d'enfouissement-là, la construction, etc., on y retrouve nos amis de SNC-Lavalin. Ça ne veut pas dire rien, là, mais en tout cas, c'est des grosses huiles puis de la grosse économie. Un gros projet. C'est ça. Là, aujourd'hui, on tente de réparer les erreurs du passé, dont un accident nucléaire qui est un des premiers de l'histoire, en 1952. On va construire la première pile que, comme j'ai déjà mentionné dans d'autres émissions, des blocs Lego qui dégagent l'énergie, puis après ça, on va fabriquer un réacteur nucléaire, un des premiers. D'ailleurs, le Canada s'est reconnu comme étant un des maîtres d'œuvre dans la production d'énergie nucléaire. Nos réacteurs sont retrouvés vendus dans plusieurs pays, dont l'Inde et ainsi de suite. La Roumanie, on a une bonne technologie qui est basée sur de l'eau lourde. Là, pour donner une idée de la radioactivité, là, on parlait de la vie de certains éléments, comme le carbone 14, ça a une durée de vie de 2700 ans. L'américium, c'est 7300 ans. Puis ça, c'est la demi-vie, là, c'est plus long que ça. Oui. Le chlore 36, 300 000 ans. L'uranium 238, 4,5 milliards d'années. Et puis, là, on enterre ça dans les abords, mais c'est du rayonnement faible ou moyen. Donc, on dit que c'est pas trop dangereux. Maintenant, on revient au réacteur de Chalk River. Un réacteur, là, c'est la même chose qu'une bouilloire que vous avez sur votre comptoir. La différence qu'il n'y a pas de fil électrique. On remplit ça d'eau, et puis là, le réacteur lui-même, c'est comme la grosse batterie en dessous qui fait bouillir l'eau, produit de la vapeur. La vapeur est utilisée dans un turbogénérateur. Comme au lieu d'avoir un hydroélectrique comme un barrage, on injecte la vapeur, ça fait de l'électricité. Le réacteur NRX, National Research Experimental, c'est ce réacteur-là qui est construit pour justement apprendre à contrôler et à dominer. La technologie des années 1950, c'est pas comme aujourd'hui. On n'a pas d'écran cathodique ou d'écran numérique qui nous envoie le statut puis de l'information. C'est des lumières vertes puis des lumières rouges sur des panneaux. Puis on n'a pas les communications instantanées. C'est dring-dring, allô. Là, on a un réacteur et puis, malheureusement, une suite d'erreurs humaines va provoquer une explosion. Elle ne fera pas de victimes immédiatement, l'explosion, mais à long terme, c'est une autre histoire. Alors, c'est un technicien qui est au sous-sol. Et le sous-sol, c'est probablement la dernière place qu'on voudrait être dans un réacteur. Et puis là, il va faire un Homer Simpson, si on peut passer l'expression. Il va ouvrir des valves. Ça va pousser le réacteur au-delà de ses limites. C'est un réacteur qui produit 10 mégawatts. Il va monter pendant 1 minute et plus à 17 mégawatts. Les systèmes de contrôle sont faits pour être redondants, mais l'erreur qui a été commise, comme le type va purger quelque chose, va ouvrir toutes les valves en bas sans communiquer avec personne. Là, ça va causer une augmentation de la température. Il y a un superviseur dans une salle, puis un autre qui est au-dessus du réacteur. Là, ça va commencer à communiquer. « Hey, qu'est-ce que tu as fait là? Ferme les valves! » Ça, c'est le personnel de la salle de contrôle au téléphone. L'autre ferme les valves, pas ce qu'il aurait dû faire. Là, ça va provoquer une cascade d'erreurs. C'est pas sans rappeler un peu le scénario de Tchernobyl. Tchernobyl, exactement. C'est un type de réacteur différent, par exemple, parce que les autres, c'est à pression, tandis qu'ici, c'est avec de l'eau lourde. Imaginons cette espèce de grosse marmite, là, qui est fait 3 étages de haut, qui est remplie d'uranium sous forme de tiges, puis là, tu as des tiges de d'autres matériaux qui servent à allumer et éteindre le tout, ou, en cas d'urgence, à éteindre le réacteur carrément. Alors, manque de communication, même un technicien va faire le contraire de ce qui est dit par le superviseur. L'autre en haut va essayer manuellement de descendre les fameuses tiges, mais rien n'y fait. Ça ne fera pas de victime, mais le réacteur va faire exploser son top. En haut du réacteur, là, il y a différents gaz qui sont là, de l'hélium, entre autres, par ses neutres, mais aussi un ami on va voir beaucoup aujourd'hui, le tritium. Le tritium, c'est de l'hydrogène radioactif. C'est-à-dire, l'hydrogène, là, c'est une composante de l'air, c'est une composante de l'eau. Puis on est dans un milieu humide à Chalk River. Il n'y a pas un endroit sur la planète où on va faire des recherches nucléaires au milieu d'un endroit humide quand on sait très bien que la dissémination de la contamination va se faire avec l'eau et l'air. Là, ça va résulter, en plus de ça, à la vidange complète du réacteur dans la cave.
comme je disais tantôt, la cave en dessous d'un réacteur nucléaire, c'est probablement la dernière place où on veut être. Heureusement, les lieux avaient déjà été évacués parce que là, on voyait le réacteur qui s'est emballé et qui a produit d'autres énergies. D'ailleurs, trop d'énergie. D'ailleurs, les tiges vont avoir fondu. Résultat de tout ça, explosion et contamination extrême. Quand on va réparer le réacteur plus tard, avec la décontamination, on va prendre des mois avec un personnage célèbre, d'ailleurs, qui était Marine à l'époque puis qui connaissait la puissance nucléaire. Jimmy Carter, qui sera président américain, va venir à Chalk River lui, pour il avait aider une formation d'ingénieur nucléaire et il travaillait sur les sous-marins nucléaires. Donc, ça explique sa présence. Président, d'ailleurs, à avoir vraiment une formation scientifique. Le corps du réacteur lui-même va être enterré. Donc, aux abords de Chalk River, en quelque part, il y a une vieille marmite rouillée qui est contaminée énormément, qui est enterrée. Puis là, top secret, on ne sait pas exactement où c'est. Mais tout ça, là, ces systèmes redondants de sécurité, on ne les avait pas nécessairement maîtrisés à l'époque. Encore une fois, on ne peut pas accuser ceux qui étaient là d'être des Homer Simpson. On peut dire que, les téléphones, c'est pas une très bonne façon de communiquer rapidement. Parce que lorsque les ordres se sont donnés, oui, j'arrive, on dépose le téléphone sur la table, on s'en va au panneau de lumière, puis là, on allume, puis on éteint des choses. Là, le type dit « Hey, c'est pas ça, fais pas ça ». Là, il revient « T'as fait le contraire ». Donc, tout ça accumulé... C'est les contraintes de la technologie de l'époque. Exactement, on ne peut pas mieux dire que ça. Et puis, il y a eu des kilolitres et puis de gaz et de produits liquides, sans compter les autres produits contaminés qui sont encore dans l'environnement. C'est un héritage toxique qui nous est laissé par les débuts de la recherche. Puis encore aujourd'hui, on n'a pas fini de transiger puis de gérer cela. L'avenir va le dire. Maintenant, il y a une seule façon d'entreposer des déchets sans profondeur dans le roc, mais ça, c'est une autre histoire. C'est ça. Et Jimmy Carter, quand il va être président des États-Unis, va vivre l'incident de Three Mile Island. Ça va sûrement lui rappeler des souvenirs. Oui. À part le fait qu'il était un bon ami du Canada, où il est venu régulièrement pêcher le saumon, mais dans des eaux non contaminées. Probablement la rivière Outaouais. Alors, non, sûrement pas là, justement. Donc, voilà, ça termine notre émission pour ce soir. Alors, mesdames et messieurs, ici André Pelcha qui vous dit bonsoir, à la semaine prochaine et restez à l'antenne de TVCBF.